Bonjour à tous et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille, l'émission qui répond à toutes les questions de droit que vous vous posez et que vous posez à notre équipe d'avocats présents en plateau. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous dès maintenant sur le site www.avocat.net. Vous posez vos questions en droit fiscal, droit commercial, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle ou droit de la famille. Je vous présente nos avocats présents en plateau avec pour commencer à ma droite, la ravissante Sonia Sanzalone. Bonjour Sonia. Merci. Très joli petit carré, je vous ai connu sans carré. Et là, je ne sais pas, ça a changé. C'est le temps qui passe. Le temps qui passe, Et c'est les vrai. cheveux qui poussent. Écoutez, nous sommes de mèche désormais, je ne Voilà. sais pas. Voilà. Avec vous, on va parler tout à l'heure de divorce. On peut être bien coiffé et divorcé, malheureusement, c'est chose qui arrive. Et ça Même des décoiffe. coiffeurs divorcent. Et ça décoiffe, exactement. Voilà. C'est très très bien, on va faire comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, ce que vous me dites là, mais on va y arriver. Ah ben non, c'était plein, sans répéter. Hein. Voilà. Cette émission est faite pour... Voilà. Écoutez, hein, on va pas te proposer cette émission à Rire et Chanson. En face de vous, il y a maître Joseph Suissa, notre avocat fiscaliste. Bonjour Joseph. Bonjour Yves, comment allez-vous aujourd'hui? Impeccable, écoutez, bien coiffé vous aussi. On va Est-ce faire que un vous avez spécial payé vos capillaire. impôts? Ah, je paye toujours mes impôts, oui. Mais vous avez une solution pour ne pas les payer? Non. Ne la dites pas, ne la dites pas ici si vous l'avez. En tout cas, Donc j'en ai pour payer moi, mais pas pour rien payer, c'est pas le possible. maître Suissa vous donne plein de conseils, mais surtout vous dit de payer vos impôts. Ça, c'est important. Et si on ne peut pas, si on se fait attraper, ben, on a des solutions. Mais bon, évidemment, il faut être dans la légalité, n'est-ce Voilà, pas? il vaut mieux éviter. Ouais. Tout à fait. En face de vous, celle qui paye toujours ses impôts, ça je peux en témoigner, je peux vous le dire. C'est maître Dalia Arfi-El-Kaïm, notre avocat en droit social. Bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va Dalia? Ça va et vous? Impeccable, très jolie veste en cuir, Merci. magnifique, hein, vraiment superbe, très classe, étincelante, brillante, j'ai envie de dire. Voilà. Et pas que la veste, bien sûr. Non. On parle de droit du travail avec vous dans quelques minutes, avec Avec toutes les plaisir. questions des salariés qui nous regardent, mais aussi les patrons, puisque les patrons aussi ont des problèmes avec les salariés, hein, c'est réciproque, donc on aura une question d'un téléspectateur tout à l'heure. En face de vous, notre avocate en droit économique, droit commercial, elle est d'ailleurs spécialisée dans le droit économique, c'est maître Sylvia Spalter. Bonjour Sylvia. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien. Vous aussi, très jolie veste. Merci. Concours de veste à distance, je tiens à le dire. Oui, enfin moins brillante quand même, je dois. Moins brillante, mais également très Que la classe. veste, que la veste, Hein, la veste. que la veste aussi, bien entendu. Alors, plein de questions qu'on reçoit également, on vous en poserez tout à l'heure, de personnes qui s'intéressent au droit commercial. Alors, c'est des commerçants, mais c'est également peut-être des particuliers aussi, hein, qui ont affaire à des commerçants, qui veulent peut-être lancer leur affaire. On en dira un peu plus tout à l'heure avec vous. Hein. Et puis, face à vous également, notre avocat en droit de la propriété intellectuelle, droit de l'Internet. On a parlé beaucoup la semaine dernière avec lui également de l'Internet. C'est notre ami Boris Calvadjan. Comme ça, je n'écorche pas votre nom. Maintenant, ça y est, c'est rentré. Hein, je peux le dire, même la nuit, dans mon lit. Boris Calvadjan, ça va me revenir. Notre avocat, donc, propriété intellectuelle. Bonjour Boris, comment ça va? Bonjour Yves, très bien. En pleine forme? Ouais, en plateforme. Boris qui est toujours bien entouré. C'est une particularité du Boris. Là, je suis bien là. Bien. Écoutez, je suis bien. Je pense que je vais louer une partie du studio pour y habiter un peu. En tout cas, bienvenue. Soyez présents dans l'équipe avec toutes vos questions que vous nous avez adressées. On va commencer pour ne pas perdre de temps immédiatement avec le droit de la famille. Et donc, une question pour vous, ma chère Sonia Sanzalone, puisque c'est votre matière dominante. Voici cette question qui nous a été envoyée donc par Internet, avocat.net. Ma femme me trompe depuis 3 mois. Bon, je l'ai découvert récemment. Est-ce une faute que je peux utiliser contre elle si je décide de divorcer? Alors j'ai envie de vous dire d'abord une boutade, vous me connaissez. Oui, oh, bah, écoutez, on connaît Votre ça. femme avait un excellent goût en vous épousant. Vous aviez peut-être le physique de George Clooney ou de Brad Pitt. Elle vous trompe avec quelqu'un qui ressemble encore avec George Clooney ou Brad Pitt. Allez-vous le lui reprocher? Ah oui, on se Elle pose a la question. surtout, peut-être que cet homme a sur vous l'avantage d'avoir la même carte bancaire que George Clooney ou Brad Pitt, et là vous perdez l'avantage. C'est normal, on le sait, hein, même si on a un ami fiscaliste, on sait tous qu'on ne paye pas autant d'impôts que George Clooney. Mais Waddell, c'est exactement. Voilà. Parce que là, il broie du noir, du café noir. Là, Voilà, mais voilà. Là, ça ne va Bon, plus. plus sérieusement, et oui, elle vous a trompé, donc oui, c'est une faute, malheureusement. Oui, le divorce pour faute existe toujours. Parce que Le les gens divorce nous pour posent la faute question, n'est-ce pas? existe toujours. La seule faute n'est pas de tromper son conjoint, mais le divorce pour faute existe toujours, malheureusement. Ça donne lieu à beaucoup de tracas. Et l'adultère en fait partie. Hein. Il y a toujours cette obligation que les gens oublient parce que de plus en plus, lorsqu'ils viennent sur une procédure en divorce, ils sont séparés depuis quelque temps déjà. Donc, ils s'imaginent que malheureusement, ils peuvent retrouver chaussures à leurs pieds, si vous me permettez de comparer un homme à une chaussure, hein, voilà, sans abuser. Et malheureusement, non, ça reste d'autant plus qu'il peut y avoir des conséquences qui sont dommageables et qui malheureusement font que, d'après le Code civil, le mari reste
le père potentiel d'un enfant qui naîtrait dans le temps de la séparation. Donc il faut y penser également à ça. Des conséquences. Donc, on a beau être séparés, mais tant qu'on est marié, donc pas divorcé, on a toujours le devoir de fidélité alors. Hein. Voilà, on a toujours le devoir de fidélité, le devoir de secours également, même si votre conjoint n'habite plus avec vous, vous avez toujours le devoir de secourir votre conjoint, quand bien même il vous aurait trompé. Alors après, évidemment, est-ce qu'on va mélanger la tromperie et l'argent? C'est le juge qui décidera, mais sachez qu'effectivement, le divorce pour faute existe toujours. En un mot pour finir, comment est-ce qu'on peut prouver un adultère? Il n'y a plus le constat d'adultère, le huissier venait taper à 6 h du matin chez vous, voir si le drap est encore chaud. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ça peut exister, mais après, on a quand même des moyens qui sont plus modernes, je vais dire, et je rebondis sur ce dont on a déjà parlé. Il y a les réseaux sociaux. Attention aux réseaux sociaux, parce que si votre conjoint est apparu en bonne compagnie, avec sur une photo qui ne laisse aucun doute sur ce qu'elle faisait à ce moment-là, ben, vous tenez la preuve qui va vous permettre de négocier, parce qu'un mari infidèle peut rester un mari intelligent et va négocier ensuite un divorce plus consensuel. C'est vrai. Alors attention à Facebook et au reste. Hein, et puis effectivement, le divorce pour faute existe et l'adultère est toujours une faute. Hein, c'est ce que vous nous confirmez évidemment. Sonia, merci beaucoup pour cette réponse précise. Donc, et bon courage monsieur en tout cas. Bon, on plaisante un peu, on apporte des éléments de réponse, mais c'est vrai que quand on le vit au quotidien, c'est pas forcément évident. Mais si on peut apporter des éléments de réponse juridique, en tout cas, on le fait volontiers. Maître Suissa, on ne parle pas d'adultère. Avec les impôts, on ne peut pas les tromper. Ah, belle phrase. On a des questions par contre pour vous qui nous sont envoyées régulièrement parce que les gens s'inquiètent un peu sur leur fiscalité. Et notamment celle-ci, j'ai un appartement en Espagne qui me rapporte des loyers. Bon, suis-je obligé de déclarer donc ces loyers, hein, j'imagine, et de payer des impôts en France sur les loyers perçus? Alors, la question effectivement mérite d'être posée. Vous êtes résident fiscal français, puis vous dites après tout, j'ai des loyers en Espagne. Je les paye où? Je les paye en Espagne, je les paye en France? Ah oui, je ne les paye pas du tout, mais généralement, il faut les payer quelque part quand même, j'imagine. Sylvia qui voudrait... On connaît les sanctions. On en a déjà parlé. Je n'ai rien dit. Non, la règle est très simple concernant l'Espagne. Quand vous avez effectivement des revenus tirés d'un appartement que vous avez en Espagne, vous déclarez ces revenus en Espagne et vous payez l'impôt en Espagne. C'est simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ah. Parce qu'en fait, vous devez aussi les déclarer en France sous un formulaire très joli, le 2044, mais également sur mon préféré, le 2047. Ah oui, encore mieux. Et l'encadré numéro 6, qui est formidable, parce que l'encadré numéro 6 vous permet d'avoir un crédit d'impôt. Et oui, égal à quoi? Égal à l'impôt français. Donc, soufflez, vous n'allez pas payer 2 fois l'impôt. Oui, parce qu'on déclare en Espagne et en France, mais en France, c'est pour avoir un crédit. Voilà, c'est complètement... C'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir un crédit d'impôt qui va être égal à l'impôt français. Donc l'imposition est neutre. Vous payez uniquement l'imposition une seule fois en Espagne et vous avez un crédit d'impôt en France pour ne pas payer 2 fois l'imposition sur le revenu tiré de vos loyers d'un appartement que vous avez en Espagne. J'ajoute qu'il y a des conventions fiscales bilatérales entre la France et d'autres pays qui évitent justement cette double imposition. Alors ça peut être intéressant parce que l'imposition, vous le savez très bien, on en parle suffisamment sur ce plateau, en France elle est très importante. Donc parfois, c'est peut être un bon calcul d'avoir un appartement en Europe, donc en Espagne en l'occurrence, pour payer effectivement ses loyers, ses impôts, ses loyers en Espagne et non pas en France. Alors, il y a quand même une petite nuance concernant... Une nuance. Malheureusement, c'est concernant l'impôt sur l'ISF. Je crois que vous êtes concerné par l'ISF, non, il me semble. Sur l'impôt sur la fortune. Hein. Ah, okay. Non. Bah, écoutez, je ne sais pas, je pensais que oui, cette émission, oui, certainement maintenant. Alors, concernant l'ISF, par contre, les résidents fiscaux français sont imposés sur ce qu'on appelle leur patrimoine mondial. Et à ce moment-là, l'appartement que vous avez en Espagne, il ne passera pas au travers des mailles du filet. Vous devrez quand même l'intégrer dans votre ISF. Donc, les loyers, son patrimoine, effectivement, et donc sur le paiement de l'ISF. Voilà. Donc, effectivement, les loyers, non. Vous ne pourrez pas 2 fois. Par contre, l'ISF, c'est en France que ça se passe. Et c'est cher. Si on résume, encore toujours une bizarrerie de notre fiscalité. On paye des impôts donc, pour des loyers qu'on perçoit en Espagne à l'Espagne. On doit quand même faire une déclaration en France, mais pour ne pas payer de loyer. Voilà, peut-être juste pour bien que payer d'impôts. Vous avez un crédit d'impôt. C'est ça. Mais voilà, en fait, mais parce que le fisc français s'intéresse à tout. Les joies des impôts. Il veut tout savoir. N'oubliez pas l'encadré numéro 6, parce que sinon, vous n'aurez pas le droit au crédit d'impôt et vous allez payer 2 fois. Qui paye mal, paye 2 fois. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Gilles Suissa, qui répond bien, répond 2 fois, mais vous répondrez peut-être encore la semaine prochaine. Alors, Boris s'inquiétait parce qu'il a plein d'appartements à Monaco, un peu partout, mais enfin là, il a pris des notes, hein, mais je vous rassure. On se verra après. On se verra tout à fait après. Alors, à côté de Boris, il y a notre avocate en droit du travail,
droit fiscal. Alors j'ai beaucoup de questions pendant les petites pauses avant qu'on démarre le tournage de personnel ici du plateau qui s'interroge, comme quoi vraiment ça suscite beaucoup de questions au droit du travail. Hein. Alors c'est vous, maître Dalia Kaïm, qui répondez à nos questions avec des questions qui nous sont envoyées par nos téléspectateurs, je le rappelle. Et c'est donc vous qui envoyez les questions, c'est vous qui faites le programme, le menu de cette émission, www.avocat.net. Question pour vous, ma chère Dalia, ai-je le droit de consulter les mails perso de mon salarié qui utilise la messagerie de l'entreprise? Il a un ordinateur d'entreprise, donc c'est la messagerie d'entreprise, mais c'est ses mails perso. Est-ce qu'on peut les consulter? Donc ça, question pour les employeurs qui nous écoutent. Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire sur cette question, c'est que pour une fois, concernant les fichiers informatiques qui figurent sur les ordinateurs propriété de l'entreprise, eh bien, il existe quelque chose d'absolument extraordinaire qui est une présomption, pour une fois, en faveur des employeurs et qui permet donc de considérer que dès lors qu'il n'y a pas d'appellation particulière, les fichiers informatiques eh bien, sont considérés comme professionnels. Et dès lors qu'ils figurent sur les outils de travail mis à la disposition des salariés, eh bien, peuvent être librement consultés par l'employeur, ce qui se conçoit d'autant plus que les entreprises maintenant travaillent très souvent en fichiers partagés via des serveurs, voilà, en réseau, qui fait que finalement, c'est un petit peu ouvert à tout le monde, tout ça. Pour les messageries, c'est un petit peu le même principe. On a souvent Outlook. Plusieurs salariés peuvent se connecter sur la même messagerie. Et dès lors, c'est accessible à tout le monde. Et même pour les messageries propres à chaque salarié, eh bien, cette présomption de caractère professionnel demeure dès lors que votre employeur, eh bien, il est habilité à rentrer sur ce mail professionnel pour voir si tel ou tel client vous a répondu. Donc, on a pour une fois cette fameuse présomption. Mais attention, ça ne marche pas à tous les coups. Ah bon, pourquoi ? C'est une présomption qui peut être renversée par le salarié s'il démontre que l'employeur avait connaissance du caractère privé que le salarié entendait donner à ses messages et surtout lorsque les messages sont estampillés privés ou lorsqu'un fichier sur l'ordinateur est estampillé privé. Là, on n'a pas le droit d'entrer, même si le salarié a utilisé les outils mis à sa disposition par l'entreprise, eh bien, on considère qu'il y aurait atteinte à l'intimité de la vie privée du salarié et également atteinte au secret de la correspondance. Donc, dans ces cas-là, mieux vaut ne pas y toucher. Donc la précaution qu'on adresse plutôt aux salariés, si vous avez l'ordinateur de votre patron avec une messagerie, il faut bien indiquer très clairement, lorsqu'on ouvre un fichier, que c'est privé. Mais comment on marque? On marque privé, on marque confidentiel, personnel et confidentiel, privé, voilà. Ouais. Et là, on est tranquille. Sous différentes appellations, sachant que le fait de mettre uniquement ses initiales sur un fichier, bien, ce n'est pas considéré comme solliciter un accès privé par rapport à l'employeur. Ouais. Donc ça n'est pas reçu. Mais pour éviter tout problème, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de créer un fichier, une charte, en fait, mise à la disposition des salariés en leur expliquant un petit peu de quelle manière ça fonctionne au niveau de la consultation des messageries professionnelles et également de la mise en commun des fichiers. Et on peut également prévoir des dispositions spécifiques sur cette consultation dans le règlement intérieur, puisque comme vous le savez, mon cher Yves, à partir de 20 salariés, le règlement est obligatoire. Ah oui, oui. Il ne faut pas l'oublier. Donc dans ces conditions, ça peut présenter une utilité. J'ai encore une petite seconde. Encore 20 secondes. Allez, il y a quelques années, j'ai eu un dossier comme ça, où j'avais une salariée qui honteusement estampillait personnel, et puis en fait, elle en profitait pour faire de la concurrence déloyale avec une autre entreprise. Oui. Et donc, par le biais d'une procédure fort complexe, on avait réussi à déconfidentialiser les messages et à l'aide d'un brillant huissier de justice, à réussir à obtenir des arguments contre cette salariée et donc à la licencier pour faute grave. C'est clair que pour elle, c'est personnel. Si elle pique les infos de son patron, il ne faut pas que le patron le sache. Hein. Donc oui, dans ce cas-là, c'est personnel. Bon, merci beaucoup en tout cas, ma chère Dalia Kaïm, pour ces précisions. Donc, vous êtes employeur et puis également salarié. Chacun prend un petit peu l'information dans le sens qu'il arrange et pour ne pas faire de bourg et rester dans la légalité surtout. Merci beaucoup. Face à vous, maître Sylvain Spalter, notre spécialiste en droit économique, droit commercial de manière un peu plus générale, avec plein de questions qui nous sont adressées par des sociétés, par des petits patrons, également par des particuliers qui veulent en savoir un petit peu plus. Question très intéressante cette semaine. Je voudrais lancer mon business et monter une société. Quel type de société me conseillez-vous? Donc là, on est vraiment dans le droit des sociétés pures. Pour tous ceux qui veulent monter leur affaire, il y a SRL, SAS, URL, je ne sais encore. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Alors, première question, c'est votre projet professionnel.
Est-ce que vous avez un projet avec déjà un compte d'exploitation qui permet de déterminer le montant du chiffre d'affaires que vous envisagez? Est-ce que vous avez besoin pour ce projet d'avoir des collaborateurs, des salariés, ou est-ce que vous considérez que vous allez être seul pour mener ce projet? Et en fonction, je dirais, de vos ambitions et de la nature de votre projet, j'aurai bien sûr des recommandations totalement différentes. Premier cas peut-être qui intéresse nos téléspectateurs, c'est j'ai envie de faire un petit business. J'ai envie d'avoir une petite activité complémentaire. J'ai envie de rendre des services parce que je suis un bon professionnel sur l'informatique et je voudrais faire coach pour des gens qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Ça nous arrangerait bien. Maître Fissa, qui n'y connaît rien en informatique. Bon, je suis une grand-mère avec un grand talent pour faire des très jolis tricots. Et bien finalement, après avoir fait des très beaux tricots pour toute ma famille, je voudrais les commercialiser. Alors, si mon projet ne dépasse pas, parce que je rends des services, un chiffre d'affaires de l'ordre d'un peu plus de 30 000 € par an, ou si je vends mes produits pour un chiffre d'affaires qui ne va pas dépasser 80 000 € par an, à peu près, je vais vous dire, mettez-vous en statut d'auto-entrepreneur. C'est le plus simple. Évidemment, vous avez des formalités d'une simple déclaration. Vous êtes imposé au forfait, mais je parle sous votre contrôle. Et globalement, ce sera très simple, très facile et vous ne serez pas gêné. Et d'ailleurs, vous avez vu les mouvements l'année dernière quand on a dit qu'on allait supprimer ce statut. C'est les artisans qui se plaignaient un petit peu du statut d'entrepreneur. C'était les poussins, je crois, qu'on les avait appelés cela, non? Voilà. Alors, si vous avez, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des dérives, alors on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, une autre fois, nous reviendrons sur les dérives, le fait qu'un certain nombre d'entreprises maintenant ont compris l'intérêt d'employer des auto-entrepreneurs et ainsi de faire l'économie des charges sociales. Bon, juste une petite chose, les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à TVA, ils sont en franchise de TVA et donc ils ne peuvent pas non plus la récupérer. Pour la grand-mère qui achète ses bobines de laine. C'est la contrepartie. Voilà. Alors, j'ai un... Jusqu'à 30 000, oui. 30 000 ou 80 000 si c'est une vente de marchandises. Après, ils basculent, ils ne peuvent plus être entrepreneurs. Ah oui. Ils basculent, le statut bascule automatiquement. Absolument. Alors, j'ai un si on projet... veut faire un peu plus gros. Voilà, j'ai un projet parce que... Un plus gros tricot. Beaucoup de tricots. On peut vendre plein de pulls. J'ai un projet, je voudrais avoir des salariés pour pouvoir développer mon activité. Dans ce cas-là, je vous recommanderais de faire une entreprise individuelle à responsabilité limitée, une EIRL. Et là, j'ai une recommandation tout de suite à vous faire. Vous devez faire une déclaration d'affectation de patrimoine. Car vous êtes fiscalement transparent et vis-à-vis de vos créanciers de la même façon, ce qui veut dire que si vous ne prenez pas cette précaution, eh bien, en cas de difficulté, parce que mauvais exercice, mauvais résultat, et vos créanciers, notamment fournisseurs ou banquiers, vont s'impatienter sur le remboursement de vos engagements, ils pourront à ce moment-là saisir tous vos biens si vous n'avez pas pris cette précaution de faire cette déclaration d'affectation qui se fait au registre du commerce. Alors, régime fiscal, vous pouvez faire une option et si vous choisissez, vous pouvez faire l'option soit impôt sur le revenu, soit impôt sur les sociétés. Mais quand vous avez choisi votre mode de fiscalité, c'est irréversible. Et votre régime social, et oui, c'est un peu le problème, c'est l'option. L'option est irrévocable. Elle est irrévocable. Et en ce qui concerne le régime social, vous êtes au régime social des indépendants, ce qui n'est pas forcément, nous le savons, nous tous avocats, le meilleur des régimes et ou le moins coûteux. Vous avez... Votez Sylvia sur ce point-là. Vous avez évidemment un projet, vous pouvez avoir un projet plus important et rapidement, vous avez l'option, soit vous êtes tout seul de créer une URL ou vous envisagez d'avoir des associés, de faire une société à responsabilité limitée, plus de formalisme, des statuts à déposer au registre du commerce, une immatriculation, un registre à tenir, une comptabilité commerciale, l'impôt sur les sociétés obligatoire. Je parle sous votre contrôle si vous n'êtes
qu'une SARL constituée entre des personnes physiques, sur vos premiers bénéfices à hauteur de 38 000 €, vous n'avez qu'un taux d'imposition à 15 %, donc un intérêt. Oui. À la condition justement de libérer son capital social, donc on n'y pense pas. Absolument, vous avez raison. Donc la première année, il faut libérer son capital social. Voilà. 5 ans, mais si on ne le fait pas la première année, on ne bénéficiera pas du taux réduit. Du taux réduit à 15 %. Il ne faut pas s'oublier, il faut bien voter lieu comptable. Souvent, les entrepreneurs l'oublient. Absolument. C'est la mauvaise surprise. Voilà. Ou vous avez un grand projet, beaucoup d'associés, ou un grand projet et pas d'associés, et des moyens et des ambitions. Et à ce moment-là, je vous recommanderais de très loin de faire une société d'action simplifiée, une SAS. Si vous êtes tout seul, ça s'appelle une SASU. L'intérêt, c'est parce que vous pouvez tout créer, tout imaginer dans vos statuts qui sont constitués d'un contrat, et ça vous permet d'intégrer déjà des clauses si vous faites rentrer de nouveaux associés pour la sortie et régler beaucoup de litiges en amont. Donc ce serait ma recommandation principale en fonction du projet. Il faut vraiment voir votre projet, monsieur ou madame, et puis à partir de là, on adapte ce qui correspond le mieux. Merci beaucoup, c'était très clair et bien précis. Donc j'ai retenu la SASU pour ceux qui veulent une société par action simplifiée, mais seule. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia Spalter, notre avocat de droit économique. On va finir avec Boris, notre avocat en propriété intellectuelle. Boris Calvadjan, qui va répondre à une question très précise, mon cher Boris, qui vous a été adressée par Internet sur avocat.net. Vous avez un formulaire pour envoyer vos questions. Vous vous dites, voilà, c'est pour Maître Calvadjan, Maître Spalter, celui-là, peu importe. Je regarde... Non, pardon, c'est autre chose. J'ai un projet d'entreprise que je souhaiterais protéger. Comment le protéger avant que d'autres me prennent mon idée ? Ça rejoint un petit peu à ceux qui veulent créer une entreprise. C'est une belle transition. Comment est-ce qu'on protège une idée de société, de business, en quelque sorte ? Un projet d'entreprise, c'est plusieurs choses. C'est l'idée d'une activité. C'est le plus souvent un nom, un logo qu'on a déjà créé. Et puis, c'est toute une série de documents de préparation, de présentation de l'activité. Ça peut aller de textes de présentation au graphique. Enfin, on a généralement tous ceux qui préparent un projet d'entreprise, conçoivent tous un projet une présentation. Un business plan pour ceux qui veulent investir. Oui, un business plan, voilà, tout à fait. Alors, l'idée de l'activité, c'est malheureusement, il n'y a pas de protection particulière qui vont venir empêcher un concurrent d'exercer la même activité. On l'a dit dans d'autres émissions, les idées sont libre parcours et on ne peut pas empêcher un concurrent d'exercer une même activité. Le nom de l'entreprise, on va pouvoir en faire une marque, parce que si on commercialise des produits ou des services sous un certain nom qu'on veut protéger, alors on peut en faire une marque. Il suffit de le déposer auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Et le dépôt est assez simple. C'est très facilement en ligne. Il faut préciser que ce n'est pas compliqué pour ceux qui nous regardent. Sur Internet, on suit, on est guidé, c'est très simple. Oui, il s'agira simplement de choisir les classes les classes de produits pour lesquelles on veut protéger le nom. C'est l'ordre de 200 €, je crois, pour voilà, c'est pas très très cher. Voilà. Et évidemment, il y a une obligation d'exploitation de ce nom on doit l'exploiter pendant les 5 ans à venir. Au-delà, on risque de perdre notre marque. Et enfin, sur les documents que l'on a préparés, sur ces documents-là, on peut bénéficier de ce qu'on appelle le droit d'auteur. Dès lors que, évidemment, tous ces documents révèlent un parti pris. Il y a un parti pris esthétique particulier sur ces documents. Si c'est une présentation absolument banale des textes communs à de nombreux projets, il n'y aura pas de droit d'auteur. Maintenant, s'il y a un vrai choix personnel dans les visuels, et un vrai caractère esthétique, à ce moment-là, on pourra revendiquer du droit d'auteur pour protéger ces documents. À noter une chose importante, c'est que lorsque vous allez parler la personne va parler de son projet d'entreprise, va négocier avec ses interlocuteurs, il est important pour elle dans les contrats de faire état de ses efforts, de ses investissements dans ce projet, parce que ça peut se révéler déterminant plus tard pour prouver un éventuel préjudice qu'on aurait subi, et penser évidemment à ce qu'on appelle l'accord de confidentialité, qui vous protégera d'une éventuelle reprise de ce projet par la personne que vous avez démarché pour lui présenter votre projet. D'accord, donc si on résume, l'idée en elle-même, on ne peut rien faire. Par contre, tout ce qui est autour, logo, la marque, tout ce qui explique le projet en lui-même, tout ce qui est le détail, tous les documents, là, effectivement, c'est plus concret, on peut les dater, on peut les visualiser, et ça se protège. Oui, tout à fait.
D'accord. Ben, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez une idée de business, vous ne nous la dites pas, parce que sinon, Boris va l'exploiter tout de suite, il va la protéger avant vous. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'antériorité, question d'exploitation de la société pendant les 5 ans. Enfin bon, sinon, c'est un peu compliqué. Pour justifier éventuellement de son antériorité sur son projet, vous pouvez toujours déposer auprès d'un huissier les éléments qui constituent votre société. Ouais. Ou même faire appel à ce qu'on appelle l'enveloppe SOLO, S-O-L-E-A-U, INPI, qui vous permettra de... Oui. Il y avait la société solo, la SASU de Maître Spalter. Maintenant, il y a l'enveloppe solo et les solos qui divorcent également. On va voir qu'est-ce qu'il nous reste. Voilà. Tout part un duo, exactement. Merci beaucoup, Boris, pour ces explications très claires. Donc, si vous avez une idée de business, faites attention. Effectivement, l'idée, tant pis, mais au moins tout ce qui est autour, on peut faire attention à ça. Merci beaucoup, en tout cas, vous tous, Maître Sanzalone, pour ces réponses en droit de la famille. Si vous divorcez, pas de panique, Maître Sanzalone est là. Voilà. Donc, n'ayez pas d'angoisse, posez vos questions, on vous répondra. Maître également Calvadjan, qui répond à toutes les questions propriété intellectuelle. Maître Dalia Arfielkeim pour le droit du travail. Maître Sylvia Spalter pour le droit commercial et puis pour payer des impôts ou pas, Maître Joseph Suissa et Sarim. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe d'avocats qui répond à toutes vos questions. Merci à eux parce qu'ils font cette émission en répondant à toutes vos problématiques que vous adressez sur www.avocat.net. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Avocat. Salut à tous.